Le brouillard de novembre enveloppait les vignobles comme un linceul. À 6h47, le majordome Henri traversait le couloir du 2e étage, ses pas étouffés par le tapis persan qui avait coûté le prix d'une maison. Les murs étaient tapissés de portraits de famille, des visages sévères qui observaient depuis 2 siècles. Dans ce château, même les morts surveillaient les vivants. La porte de la chambre de madame était entr'ouverte. Ce détail aurait dû alerter Henri. Marguerite de Valmont ne laissait jamais sa porte ouverte. Jamais. Dans les grandes familles, l'intimité est la seule chose qu'on possède vraiment. Il a frappé doucement. Pas de réponse. Le silence du château était différent ce matin-là. Trop lourd, trop épais. Henri a poussé la porte. La lumière grise du petit matin filtrait à travers les rideaux en velours bordeaux. L'odeur caractéristique de la chambre était là. Ce mélange de parfums Chanel Nena 5 et de cire d'abeille ancienne. Mais quelque chose manquait. Le son de la respiration. Le mouvement presque imperceptible d'un corps endormi. Marguerite était allongée sur le dos, les mains croisées sur la poitrine. Ses cheveux gris impeccablement coiffés reposaient sur l'oreiller en soie. Elle portait sa chemise de nuit en lin blanc, celle avec ses initiales brodées à la main. À 68 ans, même pour dormir, Marguerite de Valmont maintenait les apparences. Sur la table de nuit, une tasse de porcelaine Limoges, vide. À côté, le livre qu'elle lisait la veille, un marque-page en argent inséré à la page 247. Tout était parfaitement en ordre, trop parfaitement. Henri s'est approché. Il a touché la main de madame, froide. Il a su immédiatement. Après 40 ans de service dans cette maison, on reconnaît l'absence de vie. Ce n'était pas la découverte qui l'a troublé. C'était l'arrangement. Personne ne meurt dans cette position. Les mains croisées, les yeux fermés avec soin. Quelqu'un avait pris le temps d'arranger le corps. Quelqu'un qui connaissait les rituels de cette famille. Quelqu'un qui savait que même dans la mort, une Valmont doit avoir l'air digne. Le château de Meursault dominait les vignobles depuis 1743. 80 pièces. 3 générations vivant sous le même toit jusqu'à récemment. Des caves qui descendaient sur 3 niveaux, remplies de bouteilles, dont certaines valaient plus qu'une voiture de luxe. Des jardins à la française, où chaque buis était taillé au millimètre près. Des écuries qui abritaient maintenant des voitures de collection au lieu de chevaux. C'était une de ces propriétés où le passé pesait plus lourd que le présent, où chaque objet avait une histoire, où chaque portrait racontait une lignée, où l'argent ne se voyait pas, il s'inhalait dans l'air même qu'on respirait. Marguerite de Valmont était le genre de femme qu'on ne regardait pas, on l'observait. 68 ans, dos toujours droit, jamais un cheveu déplacé. Elle portait des tailleurs Chanel de la collection précédente, jamais de l'actuelle. Parce que les nouveaux riches portent la dernière mode, l'ancienne aristocratie porte ce qui a fait ses preuves. Elle se levait tous les matins à 6 heures, une routine immuable depuis 40 ans. Café noir dans une tasse en porcelaine qui avait appartenu à sa grand-mère. Lecture du Figaro en entier, pas les versions numériques, le vrai papier. Puis inspection des vignobles, même en hiver, même quand il pleuvait. Les employés savaient qu'elle passerait. Ils ajustèrent leur travail en conséquence. Son bureau donnait sur les vignes, de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière froide de Bourgogne. Sur les murs, pas de photos personnelles, des cartes anciennes du domaine, des documents fonciers, datant de 1743. Un portrait de son arrière-grand-père qui avait reconstruit le domaine après la guerre. Le message était clair. Ici, c'était l'histoire familiale qui comptait, pas l'individu. Elle gérait un empire. 200 hectares de vignobles, des appellations prestigieuses, dont les bouteilles se vendaient à 1000 € pièce dans les restaurants étoilés de Paris. 4 conseils d'administration dans des entreprises dont personne ne prononçait jamais les noms, mais dont tout le monde reconnaissait le pouvoir. Des investissements dans des secteurs que le grand public ne comprenait pas. Foncier agricole, droit d'eau, forêt centenaire. Son nom figurait dans le bottin mondain depuis 1955, l'année de son mariage. Pas dans Forbes, pas dans les magazines. Les vrais riches ne se montrent pas. Au village de Meursault, tout le monde connaissait Madame de Valmont. Personne ne lui parlait vraiment. On la saluait avec respect. On s'écartait quand elle passait. On baissait la voix quand on prononçait son nom. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Le respect qu'on doit aux institutions, pas aux personnes. Elle dînait seule la plupart du temps, dans la grande salle à manger qui pouvait accueillir 20 convives, mais non, voyez qu'un. Élise lui servait ses repas à 19h30 précise. Jamais avant, jamais après. Un verre de Meursault blanc avec le poisson, un pommard avec la viande, pas pour l'ivresse, pour l'appréciation.
Chaque gorgée était une évaluation professionnelle du travail de l'année. Puis elle montait dans sa chambre à 21h, lisait pendant 1 heure, buvait son infusion, éteignait la lumière à 22h15. Cette routine n'avait pas changé depuis des décennies, même quand son mari était vivant, même quand ses enfants étaient petits. La routine dans ces familles est sacrée. C'est ce qui sépare la civilisation du chaos. Mais ce matin de novembre 2019, la routine s'était arrêtée. Le docteur Renaud connaissait tous les secrets de cette maison. 30 ans de médecin de famille, c'est 30 ans de confidences murmurées dans le cabinet, de regards fuyants, de silences qui en disent plus que les mots. Il avait soigné les migraines de Marguerite, prescrit des somnifères pour ses insomnies, écouté ses angoisses lors de consultations qui duraient parfois 2 heures. Quand il est entré dans la chambre ce matin-là, il a remarqué ce que Henri avait remarqué. L'arrangement, le soin, les mains croisées avec précision, les yeux fermés sans la crispation habituelle de la mort. Quelqu'un qui aimait Marguerite avait fait ça, ou quelqu'un qui voulait que ce soit l'image finale. Les deux ne sont pas toujours la même chose. Il a examiné le corps sans le toucher plus que nécessaire. Pas de marque visible, pas de signe de lutte. La peau avait cette pâleur cireuse caractéristique. Mais rien d'anormal pour une femme de son âge décédée pendant la nuit. Sauf qu'elle n'était pas censée mourir. Son cœur était solide, ses analyses récentes excellentes. Elle aurait pu vivre encore 20 ans. Le docteur Renaud a soulevé délicatement la main de Marguerite, froide depuis longtemps, au moins 6 heures, peut-être 8, ce qui signifiait qu'elle était décédée entre 22h et minuit, l'heure où, normalement personne n'entrait dans sa chambre, l'heure où elle était toujours seule avec son livre et son infusion. Il a regardé la tasse sur la table de nuit, vide. Il ne l'a pas touchée. Quelque chose lui disait de ne pas toucher. Puis il a fait ce qu'il devait faire. Il a appelé la gendarmerie. Dans les familles comme les Valmont, la mort n'est jamais simple. C'est un événement politique autant que biologique. Des testaments à ouvrir, des héritages à diviser, des secrets à protéger ou à révéler. Et surtout, une réputation à maintenir. Le village de Meursault a su avant midi. Ce n'est pas Henri qui a parlé. Ce n'est pas le docteur Renaud non plus. C'est juste que dans ces petites communautés vinicoles de Bourgogne, les nouvelles voyagent dans l'air même. Une voiture de gendarmerie devant le château à 7h30 du matin, c'était suffisant. Au café du village, les conversations se sont arrêtées quand Marie-Claude, la boulangère, est entrée. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son regard parlait. Les hommes au comptoir ont baissé les yeux dans leur café. Les femmes, près de la fenêtre, ont échangé des regards lourds de sens. Tout le monde savait ce que personne ne disait à voix haute. Cette famille était maudite, pas par la malchance, par elle-même, par l'argent qui remplaçait l'amour, par les non-dits qui s'accumulaient génération après génération, comme le tartre dans une vieille bouteille de vin. Les 3 enfants sont arrivés dans l'après-midi, séparément, toujours séparément. Alexandre est arrivé le premier. Sa Mercedes classe S noire a remonté l'allée de gravier à exactement 50 km/h. Pas de crissement de pneus. Pas d'urgence visible. Dans son monde, même le deuil se fait avec contrôle. Il a 52 ans mais en paraît 45. Cheveux grisonnants coupés courts. Costume anthracite qui coûtait probablement 5000 € mais qui ne criait pas son prix. Cravate, Hermès Marine, lunettes de soleil, Tom Ford qu'il n'a pas. Retiré malgré le ciel couvert de novembre. Son chauffeur a ouvert la portière. Alexandre est descendu avec la précision d'un homme qui a passé sa vie à être observé. Pas un mouvement superflu. Pas une hésitation. Il a regardé la façade du château pendant exactement 3 secondes. Puis il est entré. Henri l'attendait dans le hall. Alexandre ne l'a pas salué. Il ne saluait jamais le personnel. Ce n'était pas de l'impolitesse. C'était juste que dans son monde, certaines personnes étaient invisibles. Fonctionnelles, mais invisibles. Il travaillait dans la finance. Pas la finance de banque ordinaire. La finance obscure. Celle des fonds d'investissement qui achètent et revendent des entreprises comme des pièces de collection. Son bureau se trouvait avenue Montaigne à Paris, dans un immeuble sans plaque, avec un ascenseur qui nécessitait un code pour atteindre le dernier étage. Ses clients étaient des familles du Golfe, des oligarques russes ayant fui après 2022, des vieilles fortunes européennes qui cherchaient à diversifier discrètement. Il gérait des sommes dont le commun des mortels ne pouvait même pas imaginer l'existence. Il n'avait jamais aimé sa mère, ce n'était pas un secret. Mais dans ces familles, l'amour est secondaire. La lignée, le nom, l'héritage, c'est ce qui compte. On n'a pas besoin d'aimer, on doit juste préserver. Sa femme l'avait quitté 3 ans auparavant. Mariage arrangé, qui avait duré 22 ans, 2 enfants qu'il voyait à Noël. Et en août, divorce à l'amiable signé chez un notaire de Neuilly sans qu'aucun journal n'en parle. Discrétion absolue.
Toujours. Il vivait seul maintenant dans un appartement du 7e arrondissement. Vue sur les Invalides. 250 mètres carrés pour une personne. Des murs blancs, des meubles design. Aucune photo, aucun objet personnel. Comme une chambre d'hôtel de luxe où personne n'habite vraiment. Quand il est entré dans le salon où sa mère était exposée dans un cercueil temporaire, il s'est arrêté à 2 mètres. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas touché le bois laqué. Il a juste regardé, pendant 30 secondes. Puis, il est sorti. Henri, qui observait depuis le couloir, a noté le détail. Alexandre n'avait versé aucune larme, aucune émotion visible, mais ses mains tremblaient légèrement, presque imperceptiblement, comme quelqu'un qui se retient très fort de sentir quoi que ce soit. Céleste est arrivée 2 heures après Alexandre. Elle conduisait elle-même sa Volvo XC90 blanche, voiture familiale sécurisée, même si ses enfants avaient 20 et 22 ans et ne montaient plus dedans depuis longtemps. Certaines images sont difficiles à abandonner. 48 ans, coiffure au carré parfaite, tailleur Chanel beige qu'elle portait probablement depuis le matin, sans un pli, perles véritables autour du cou, 3 rangées, héritées de sa grand-mère paternelle, maquillage impeccable, malgré 3 heures de route depuis Lyon. Le fond de teint ne coulait pas. Le mascara ne bavait pas. Même le deuil devait avoir l'air présentable. Elle vivait dans un appartement haussmannien avec vue sur le Rhône. 5e étage, 4 chambres, plafond mouluré, parquet en point de Hongrie. Son mari était chirurgien orthopédiste, spécialisé dans les hanches et les genoux des personnes âgées fortunées. Une clientèle qui payait comptant, sans passer par la sécurité sociale, pour éviter les listes d'attente. Ils formaient le couple parfait sur le papier. Lui sauvait les gens. Elle présidait des associations caritatives. 2 enfants brillants. Une vie sociale remplie de dîners où l'on servait du vin à 400 € la bouteille en parlant de sujets qui n'engageaient personne. Mais ceux qui regardaient vraiment savaient. Ils rentraient rarement avant minuit. Elle avait une collection de somnifères dans son armoire à pharmacie qui aurait dû alerter n'importe quel médecin attentif. Leurs enfants passaient Noël séparément avec chacun des parents depuis qu'ils avaient quitté la maison. Et pendant les galas, où ils souriaient, côte à côte pour les photographes, ils ne se touchaient jamais. Pas même un frôlement accidentel. Céleste compensait par l'activité. 3 associations caritatives, 2 conseils d'administration de fondations culturelles, des déjeuners 4 fois par semaine avec d'autres femmes qui remplissaient leur vide existentiel avec de l'engagement bénévole. Elle s'occupait, toujours, parce que s'arrêter signifierait penser, et penser serait insupportable. Sa relation avec sa mère était compliquée. Marguerite n'avait jamais approuvé son mariage. Elle trouvait que le chirurgien était trop commun, pas assez ancien, pas assez établi. Famille de médecins depuis 2 générations seulement. Dans le monde de Marguerite, 2 générations, ce n'était rien. C'était presque nouveau riche. Céleste avait passé 30 ans à prouver que son choix était bon, que sa vie était réussie, que son mari valait la peine. Mais au fond, elle savait. Sa mère avait eu raison. Surtout, quand elle est entrée dans le château, ses talons claquaient sur le marbre avec un son trop fort dans le silence. Elle s'est arrêtée dans le hall, exactement où elle s'arrêtait enfant, en revenant de l'école, attendant que sa mère remarque sa présence. Marguerite ne remarquait jamais. Henri lui a indiqué le salon. Céleste a hoché la tête. Elle connaissait le chemin. Elle avait grandi ici. Même si elle n'avait jamais eu l'impression que c'était sa maison, elle est restée devant le cercueil pendant 15 minutes, debout, immobile, regardant le visage de sa mère avec une expression que personne ne pouvait déchiffrer. Puis, pour la première fois de la journée, son maquillage a craqué. Une larme, une seule, qu'elle a essuyée immédiatement avec un mouchoir en lin qu'elle gardait dans son sac Hermès. Elle est sortie du salon. Elle a croisé Alexandre dans le couloir. Ils se sont regardés, ils ne se sont rien dit. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'on connaît depuis 50 ans, mais qu'on ne comprend pas vraiment? Damien est arrivé le dernier. Il n'avait pas de voiture. Il vivait dans le château, dans l'aile est. 3 pièces qu'il n'avait pas quittées depuis 2 semaines. Quand Henri est allé le chercher, il a trouvé Damien assis dans le noir, encore en pyjama à 15 heures, entouré de bouteilles vides. 43 ans qui en paraissaient 55. Cheveux trop longs, grisonnant de façon inégale. Un costume qu'il avait porté pour le dernier Noël en famille, 3 ans auparavant, maintenant froissé et trop large sur son corps amaigri. Des chaussures qu'il avait oublié de cirer. Dans cette famille, les détails trahissent toujours la déchéance. Officiellement, il gérait les vignobles. En réalité, il y a 10 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans les chais. Les employés savaient ne pas l'attendre pour les décisions. Il reportait directement à Marguerite.
Damien était payé comme directeur opérationnel. Il recevait un salaire confortable tous les mois pour faire exactement rien. Mais il buvait le produit. C'était sa seule contribution au domaine. 3 bouteilles par jour, parfois 4. Des meursault premiers crus à 1 000 € pièce. Des pommards grands crus qui auraient dû vieillir encore 20 ans. Il les ouvrait, les buvait directement de la bouteille, seul dans son appartement, en regardant par la fenêtre les vignes qu'il ne gérait pas. Sa mère savait, tout le personnel savait. Alexandre et Céleste savaient. Personne ne disait rien. Dans ces familles, on ne parle pas des problèmes. On les laisse pourrir en silence, espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. Damien avait été brillant autrefois, diplômé de Sciences Po, 1 an à Harvard. Il parlait 4 langues. Il avait une intelligence naturelle qui aurait pu mener n'importe où. Mais quelque chose s'était brisé, quelque chose que personne ne pouvait identifier précisément. Peut-être le poids d'être le plus jeune, celui qu'on ne prenait jamais au sérieux. Alexandre était l'héritier, Céleste était la fille. Damien était juste là, celui de trop, celui dont on ne savait pas quoi faire. Il avait essayé de travailler, 10 ans dans une banque à Paris, puis 5 ans dans une maison de négoce de vin. Mais il sabotait toujours tout, arrivait en retard, manquait des réunions importantes, buvait pendant les pauses déjeuner, jusqu'à ce que plus personne ne veuille de lui. Il était revenu au château à 35 ans, défait, divorcé, sans enfant, sans avenir. Sa mère l'avait accueilli sans un mot. Elle lui avait donné l'appartement de l'aile Est, un salaire mensuel et la permission de disparaître. Depuis 8 ans, c'était exactement ce qu'il faisait, disparaître, lentement, une bouteille à la fois. Le personnel l'évitait, pas par mépris, par gêne. Comment parler à quelqu'un qui est vivant, mais qui a renoncé à vivre? Comment dire bonjour à un fantôme? Quand il est entré dans le salon où sa mère reposait, il s'est effondré, pas de façon dramatique, juste ses genoux qui ont cédé. Henri l'a rattrapé, l'a aidé à se relever. Damien tremblait, tout son corps tremblait. Il s'est approché du cercueil, il a posé sa main sur le bois laqué, et il a murmuré quelque chose que personne d'autre n'a entendu. 2 mots, juste 2 mots qui ressemblaient à « Pardon maman ». Alexandre, qui observait depuis le pas de la porte, a détourné le regard. Céleste a serré son sac contre elle, comme pour se protéger de cette douleur trop visible, trop brute, trop réelle. Dans cette famille, on ne montrait pas ses émotions. Mais Damien avait oublié les règles, ou peut-être qu'il s'en fichait. Quand on a déjà tout perdu, les conventions sociales n'ont plus d'importance. Le commandant Pelletier est arrivé le lendemain matin, 49 ans, 25 ans de gendarmerie, visage buriné, yeux qui ne manquaient rien. Il avait grandi à Beaune, fils d'un tonnelier et d'une institutrice. Il connaissait ses familles. Il savait comment elles fonctionnaient. Il savait surtout comment elles mentaient. Dans son bureau de Beaune, il avait un dossier sur les Valmont, pas un dossier criminel, un dossier social, plainte de voisins jamais poursuivis, employés qui partaient sans explication, accident du travail arrangé à l'amiable avant tout procès, rien d'illégal, juste suspect. Il a interrogé chaque membre de la famille séparément. Dans le bureau de Marguerite, celui qui donnait sur les vignes, une pièce qui sentait encore son parfum, Chanel 05. Une odeur qu'on n'oublie jamais une fois qu'on l'a sentie. Alexandre s'est assis dans le fauteuil en cuir face au commandant. Posture parfaite, mains croisées, regard neutre. Il a répondu aux questions avec précision. Oui, il était à Paris le soir de la disparition de sa mère. Non, il ne lui avait pas parlé depuis 1 semaine. Oui, leur relation était distante, mais respectueuse. Non, il ne savait pas si elle avait des ennemis. Ses réponses étaient parfaites, trop parfaites, comme quelqu'un qui avait répété. Le commandant Pelletier prenait des notes, mais il observait surtout les micro-expressions, le battement de la paupière gauche quand il mentionnait le testament, la façon dont Alexandre regardait par la fenêtre quand on parlait de Damien. Céleste a pleuré pendant tout l'interrogatoire, pas des sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sans qu'elle les essuie. Elle a raconté son enfance, comment sa mère était exigeante, mais juste, comment elle ne s'était jamais vraiment comprise, comment elle aurait voulu être plus proche. Le commandant l'a laissé parler. Les gens qui pleurent disent parfois des choses importantes, sans s'en rendre compte. Damien n'a presque rien dit. Il regardait ses mains. Il tremblait légèrement. Le commandant a senti l'odeur de l'alcool malgré la douche, et le parfum qu'il avait mis pour essayer de la masquer. Quand il a demandé à Damien s'il avait préparé les repas de sa mère, récemment, Damien a hoché la tête. Oui, les 3 derniers soirs. Élise était absente. Il avait pris le relais. Le commandant a noté ce détail sans montrer de réaction. Les jours ont passé. L'autopsie préliminaire n'a rien révélé. Corps sain,
aucune pathologie évidente. Décès entre 22h et minuit, probablement vers 23h. En attendant les analyses toxicologiques, la famille a organisé les funérailles. L'église de Meursault était pleine, pas d'amis proches. Marguerite n'en avait pas. Mais des relations, des gens importants, le maire, le préfet, des propriétaires d'autres domaines vinicoles, des clients, des fournisseurs, des personnes qui devaient être vues aux funérailles de Marguerite de Valmont parce que ne pas y être aurait été remarqué. Alexandre, Céleste et Damien étaient assis au premier rang, séparés par un espace invisible mais palpable. Ils ne se touchaient pas, ils ne se regardaient pas. 3 enfants de la même mère qui auraient pu être des étrangers. Le prêtre a prononcé une homélie générique. Il parlait d'une femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Marguerite venait à la messe une fois par an, à Noël, par tradition, pas par foi. Le prêtre le savait, tout le monde le savait, mais les apparences devaient être maintenues. Après la cérémonie, au cimetière familial à l'arrière du château, la pluie fine de novembre tombait comme une brume. Le cercueil a été descendu dans le caveau, à côté de celui du mari de Marguerite, décédé 15 ans auparavant. 6 générations de Valmont reposaient dans ce caveau. Le marbre était vieux, patiné, gravé de noms et de dates qui remontaient à 1743. Les gens sont partis rapidement. Personne ne voulait rester sous la pluie. Alexandre est monté dans sa Mercedes et a quitté le château sans un mot à ses frères et sœurs. Céleste est restée 20 minutes de plus, parlant à des gens qu'elle connaissait à peine, évitant le moment où elle serait seule avec ses pensées. Damien est retourné dans son appartement. Il a ouvert une bouteille, puis une deuxième, puis une troisième. C'était le soir des funérailles qu'Élise Moreau a fait quelque chose d'étrange. Elle est allée dans le bureau de Marguerite. Elle s'est assise dans le fauteuil où sa patronne s'asseyait tous les matins. Elle a regardé par la fenêtre les vignes qui disparaissaient dans l'obscurité. Henri l'a vu. Il passait dans le couloir. Il s'est arrêté. Élise pleurait, silencieusement, les épaules secouées, une douleur visible, brute, que même elle ne pouvait plus se contenir. Henri ne lui a rien dit. Il a continué son chemin, mais il a retenu ce moment. Cette image d'une femme qui pleurait, non pas une patronne, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. 3 jours après les funérailles, Maître Bertrand a convoqué la famille pour la lecture du testament. Son étude se trouvait au cœur de Beaune, rue de Lorraine, dans un immeuble du XVIIIe siècle, aux pierres dorées par le temps. L'escalier en bois craquait à chaque marche. Une odeur de cire ancienne et de vieux papier emplissait l'air. La salle d'attente était silencieuse. Un seul client à la fois. C'était la règle. Les affaires de ces familles ne se traitaient jamais en public. Alexandre est arrivé à 14h55 précise. Ponctualité militaire. Il s'est assis dans le fauteuil en velours bordeaux sans toucher au magazine posé sur la table basse. Il regardait droit devant lui, immobile. Céleste est arrivée à 15h02. Elle s'est excusée pour le retard même, si ce n'était que 2 minutes. Elle a pris le fauteuil le plus éloigné d'Alexandre. Elle a sorti son téléphone, l'a regardé, puis l'a remis dans son sac. 3 fois de suite. Nervosité qu'elle essayait de masquer en activité inutile. Damien est arrivé à 15h08. Il sentait le vin et la menthe qu'il avait mâché pour masquer l'odeur. Costume froissé, cravate de travers. Il ne s'est pas assis. Il est resté debout près de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. À 15h15, la secrétaire les a fait entrer. Le bureau de Maître Bertrand était une pièce tout en hauteur. Bibliothèques en chêne massif du sol au plafond. Des centaines de livres reliés en cuir, tous identiques, tous importants, tous remplis de lois et de jurisprudence que seuls les initiés comprenaient. Sur le bureau en acajou, une lampe à abat-jour vert jetait une lumière douce sur les documents. Maître Bertrand avait 65 ans, petit, sec, lunettes rondes, costume 3 pièces gris qui datait probablement de 30 ans, mais qui était encore impeccable. Il avait les mains d'un homme qui n'avait jamais travaillé physiquement, fines, propres, des ongles parfaitement entretenus. Il connaissait les Valmont depuis 40 ans. Il avait rédigé le contrat de mariage de Marguerite, le testament de son mari, les actes de donation, les contrats de succession. Il était le gardien des secrets de cette famille. Et dans ces familles, les secrets sont souvent plus précieux que l'argent. Il a fait signe aux 3 enfants de s'asseoir. Alexandre et Céleste ont pris les fauteuils face au bureau. Damien s'est assis sur une chaise près de la porte, comme s'il voulait pouvoir s'échapper rapidement. Maître Bertrand a ouvert un dossier rouge. À l'intérieur, le testament. 10 pages dactylographiées. La signature de Marguerite au bas de chaque page. 3 témoins, datés du 12 novembre 2019, 2 jours avant sa disparition.
Il a commencé à lire d'une voix neutre, monotone, professionnelle, celle qu'il utilisait depuis 40 ans pour annoncer qui héritait de quoi, qui était déshérité, qui découvrait que la fortune familiale était une illusion. Le domaine vinicole, 200 hectares, les bâtiments, les caves, les marques, les contrats, l'ensemble évalué à 50 millions d'euros, revient à Alexandre de Valmont, fils aîné. Pas de surprise, l'aîné hérite toujours de l'entreprise. C'est comme ça depuis 1743. Alexandre n'a pas réagi, il s'y attendait. La propriété de Deauville, la villa face à la mer. 4 chambres, vues sur les vagues, les souvenirs d'été. Évalué à 12 millions d'euros, revient à Céleste de Valmont, fille unique. Céleste a fermé les yeux brièvement. Cette maison, elle l'aimait vraiment. Les seuls moments heureux de son enfance s'étaient passés là-bas, sur la plage, loin du château, loin du poids des générations. Le château de Meursault, la résidence principale, 80 pièces, jardin, écurie, dépendance, évalué à 25 millions d'euros, revient à Damien de Valmont, fils cadet. Damien a relevé la tête, surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que sa mère allait tout donner à Alexandre et Céleste, qu'elle allait le déshériter, qu'elle allait le punir pour son alcoolisme, sa vie ratée, son incapacité à être à la hauteur du nom qu'il portait. Maître Bertrand a tourné la page. Le silence dans la pièce a changé de texture. Quelque chose se préparait. On le sentait dans l'air, comme avant un orage. Le portefeuille d'investissement personnel de Marguerite de Valmont part dans diverses sociétés, actions, obligations, comptes bancaires, œuvres d'art, bijoux, collections de premiers crus datant du 19e siècle, meubles anciens, objets d'art, l'ensemble évalué à 90 millions d'euros, ne revient à aucun des 3 enfants, revient en totalité à Élise Marie Moreau, domiciliée au château de Meursault, employée de la famille depuis 23 ans. Le silence qui a suivi était physique, dense, étouffant, comme si l'air lui-même avait cessé de circuler. Alexandre a retiré ses lunettes de soleil. Pour la première fois depuis les funérailles, on voyait ses yeux. Ils étaient froids, calculateurs, dangereux. Céleste a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun son n'était sorti. Elle regardait le notaire comme si elle n'avait pas compris les mots, comme si son cerveau refusait de traiter l'information. Damien s'est levé. Il a fait 2 pas vers le bureau. Puis il s'est arrêté. Il a vacillé légèrement. Ses mains tremblaient. Alexandre a cru qu'il allait s'effondrer. Mais Damien s'est ressaisi. Il s'est rassis. Et il a ri. Un rire court, sec, sans joie. Un rire qui ressemblait à celui d'un homme qui réalise enfin la punchline d'une blague cruelle qu'on lui raconte depuis 43 ans. Maître Bertrand a continué comme si rien ne s'était passé. Il a lu les clauses additionnelles, les conditions, les restrictions. Tout était en ordre, tout était légal. Le testament avait été signé en présence de 3 témoins, indépendants. Il avait été authentifié, il était inattaquable. Alexandre a été le premier à parler. Sa voix était contrôlée, glaciale. Chaque mot articulé avec précision. « Je veux voir le document ». Maître Bertrand a fait glisser le testament sur le bureau. Alexandre l'a pris. Il a examiné chaque page, cherchant une erreur, un vice de forme, n'importe quoi qui pourrait invalider ce papier qui venait de détruire ses attentes. La signature était authentique. Il connaissait l'écriture de sa mère, les paraphes, la façon dont elle signait toujours avec un léger tremblement sur le M de Marguerite. Il a reposé le document. Il a regardé Maître Bertrand droit dans les yeux. Elle n'était pas saine d'esprit. Le notaire n'a pas scié. Il avait anticipé cette réaction. Il a sorti un autre document, un certificat médical, signé par le docteur Renaud, daté du 11 novembre 2019, un jour avant la signature du testament, attestant que Marguerite de Valmont était en pleine possession de ses facultés, mentales, lucides, capable de prendre des décisions éclairées. Alexandre a pris le certificat. Il l'a lu. Il l'a posé sur le bureau avec un calme qui contrastait avec la rage qu'on sentait vibrer juste sous la surface. Céleste pleurait maintenant. Pas de tristesse, de choc, d'incompréhension. 90 millions d'euros. À une gouvernante, à une employée, quelqu'un qui n'était même pas de la famille. Maître Bertrand a laissé le silence s'installer. Il connaissait ces moments. Il avait vu des familles se déchirer dans ce bureau, des héritages qui détruisaient des liens, de l'argent qui transformait l'amour en haine. C'était toujours la même chose. L'argent révèle qui les gens sont vraiment. Finalement, Alexandre s'est levé. Il a remis ses lunettes de soleil. Il a ajusté sa cravate. Il a regardé ses frères et sœurs. Nous contestons ce testament. Céleste a hoché la tête faiblement. Damien n'a rien dit. Il fixait ses mains. Il souriait toujours de ce sourire étrange, triste,
comme s'il était le seul à comprendre la blague. Ils sont sortis sans se dire au revoir au notaire. Dans l'escalier, leurs pas résonnaient sur le bois ancien. Dehors, sur le trottoir de la rue de Lorraine, ils se sont arrêtés. 3 enfants qui venaient de découvrir que leur mère les avait trahis. Ou peut-être qu'elle leur avait donné exactement ce qu'ils méritaient. Alexandre est monté dans sa Mercedes sans un regard en arrière. Céleste est restée sur le trottoir pendant 5 minutes, les bras croisés, regardant les pavés humides, essayant de comprendre. Damien a marché jusqu'au café le plus proche. Il a commandé un double whisky, puis un deuxième. Le serveur le connaissait. Il ne lui a rien demandé. Les résultats toxicologiques sont arrivés 4 semaines plus tard. Le commandant Pelletier a reçu le rapport un lundi matin. Il l'a lu 3 fois, incrédule. Puis, il a appelé le médecin légiste pour confirmation. Digitoxine, un glycoside cardiaque extrait de la digitale pourpre, utilisé en médecine pour traiter certaines conditions cardiaques, mais extrêmement toxique à dose élevée. Les symptômes peuvent apparaître progressivement sur plusieurs jours. Nausées, confusion, troubles visuels, arythmie cardiaque. La fin arrive doucement, presque paisiblement. Le cœur ralentit encore, puis s'arrête. Marguerite de Valmont n'avait pas de prescription médicale pour de la digitoxine. Elle n'avait jamais eu de problème cardiaque nécessitant ce traitement. Selon le médecin légiste, elle avait ingéré des doses croissantes sur une période d'environ 10 jours. Pas assez pour causer des symptômes alarmants immédiatement, mais suffisamment pour que son organisme accumule le poison jusqu'à ce que son cœur cède. C'était patient, c'était calculé, c'était méticuleux. Le commandant Pelletier a convoqué toute la famille. Cette fois, dans les bureaux de la gendarmerie. Plus de politesse bourgeoise, plus de délicatesse sociale. C'était devenu une enquête criminelle. Alexandre est arrivé avec son avocat. Céleste aussi. Damien est venu seul, portant le même costume froissé qu'il portait depuis 1 semaine. Et Élise Moreau était là, calme, posée, les mains croisées sur ses genoux. Elle portait une robe simple, marine, et un collier de perles discrètes. Rien d'ostentatoire. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une employée de maison compétente et professionnelle. Le commandant Pelletier a exposé les faits, la digitoxine, les doses progressives, le timing qui coïncidait avec la modification du testament. Il a regardé chaque personne présente, étudiant les réactions. Alexandre est devenu rouge. Il a accusé Élise directement, sans détour, avec une violence verbale qui a surpris même son propre avocat. Elle avait manipulé sa mère, elle l'avait empoisonnée, elle avait falsifié le testament. C'était évident. Élise n'a pas réagi. Elle a simplement regardé Alexandre avec une expression indéchiffrable. Ni colère, ni peur. Juste une sorte de patience infinie. Céleste a pleuré. Pas des sanglots hystériques, mais des larmes silencieuses qui coulaient, sans qu'elle essaie de les essuyer. Elle répétait que c'était impossible, que sa mère ne pouvait pas avoir été assassinée. Pas comme ça, pas dans sa propre maison. Damien n'a rien dit. Il fixait le sol. Le commandant Pelletier a laissé le silence s'installer. Puis il a posé la question que tout le monde redoutait. Qui préparait les repas de Madame de Valmont? Élise a répondu sans hésiter. Moi, tous, les jours. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et le thé du soir, également. Madame aimait une infusion spéciale. Camomille, verveine, un peu de miel de lavande. Tous les soirs à 21h. Vous étiez la seule personne à préparer cette infusion? Non. Le silence qui a suivi était différent. Plus lourd, plus dangereux. Monsieur Damien préparait souvent le thé de sa mère quand j'étais occupé ailleurs. Il connaissait ses préférences. Tous les regards se sont tournés vers Damien. Il a levé la tête lentement, comme quelqu'un qui émerge d'un long sommeil. C'est vrai, a-t-il dit simplement. Alexandre a explosé. Il a accusé son frère d'être un ivrogne, un parasite, un raté qui vivait au crochet de leur mère depuis 20 ans. Céleste a essayé de calmer Alexandre, mais il était au-delà de la raison. Toute la rage accumulée pendant des années sortait d'un coup. Le commandant Pelletier a dû intervenir. Il a séparé les frères, a rappelé tout le monde à l'ordre. Puis, il a demandé à Damien s'il avait préparé le thé de sa mère dans les jours précédant sa disparition. Damien a hoché la tête. Oui, les 3 derniers soirs. Élise avait demandé quelques jours de congé pour rendre visite à sa sœur. J'ai pris le relais. Où se trouvait la digitale pourpre utilisée pour le poison? Damien a eu un sourire étrange, presque triste. Dans le jardin. Ma mère adorait les digitales. Elles poussent partout dans la propriété. Des centaines de plants. Violettes, roses, blanches. Elle disait qu'elles étaient belles mais dangereuses, comme les gens. L'enquête s'est concentrée sur Damien. Les gendarmes ont fouillé son appartement dans l'aile est du château.
Ils ont trouvé des livres sur les plantes toxiques, des notes manuscrites sur les propriétés de divers poisons naturels, et dans un tiroir de sa cuisine, des gants en latex et un mortier avec des traces microscopiques de matière végétale. Les analyses ont confirmé, digital pourpre. Damien a été arrêté le 18 décembre 2019. Il n'a pas résisté. Il n'a pas appelé d'avocat immédiatement. Il s'est simplement assis dans la cellule de garde à vue et a attendu. Le procès a commencé en septembre 2020. La France était encore sous le choc de la pandémie, mais les tribunaux fonctionnaient. L'affaire Valmont a fait les gros titres nationaux. L'aristocratie bourguignonne, le vin, l'argent, le poison. Tout était là pour captiver l'attention publique. La stratégie de la défense était simple. Damien souffrait de dépression chronique, d'alcoolisme sévère et d'un sentiment d'échec qui le rongeait depuis l'adolescence. Il avait agi dans un état de confusion mentale, sans pleine conscience de ses actes. C'était une tragédie, pas un crime prémédité. L'accusation a présenté une image différente. Damien de Valmont était intelligent, calculateur et parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Il avait étudié les plantes toxiques pendant des mois. Il avait attendu le moment parfait, quand Élise serait absente et qu'il aurait un accès exclusif à sa mère. Il avait administré le poison avec une précision méthodique, augmentant les doses progressivement pour que la fin paraisse naturelle. Le mobile était évident, l'argent, le château, la peur d'être déshérité. Marguerite avait menacé de le déshériter s'il ne se ressaisissait pas. Elle en avait assez de payer pour son alcoolisme, pour son inaction, pour sa vie gaspillée. Elle lui avait donné un ultimatum 3 mois avant sa disparition. Soit il entrait en cure de désintoxication et prenait sa vie en main, soit elle modifiait son testament. Damien n'était pas entré en cure. Marguerite avait modifié son testament, mais pas comme Damien l'imaginait. Le procureur a reconstitué la chronologie. Marguerite avait effectivement décidé de réduire la part de Damien, mais elle n'avait pas prévu de le déshériter complètement. Elle lui laissait le château parce qu'elle savait qu'il n'avait nulle part où aller. C'était de la pitié, pas de la générosité. Mais Damien ne le savait pas. Il pensait qu'elle allait tout donner à Alexandre et Céleste. Il pensait qu'il allait se retrouver à la rue, sans argent, sans maison, sans nom. Dans sa tête confuse par l'alcool et la paranoïa, c'était insupportable. Alors il a agi. Les témoignages ont été dévastateurs. Le médecin de famille a décrit les conversations qu'il avait eues avec Marguerite au sujet de Damien. Elle était inquiète. Elle avait peur qu'il se fasse du mal. Elle ne pensait pas qu'il pourrait lui en faire. Le majordome a raconté les disputes nocturnes, les cris étouffés derrière les portes fermées. Damien suppliant sa mère de ne pas le punir. Marguerite répondant qu'elle ne le punissait pas, qu'elle essayait de le sauver. Élise Moreau a témoigné pendant 3 heures. Elle a décrit Damien comme quelqu'un de gentil mais perdu, destructeur envers lui-même plus qu'envers les autres. Elle a raconté comment Marguerite pleurait parfois en secret, se demandant où elle avait échoué comme mère. Puis, l'avocat de l'accusation a posé la question cruciale. Madame Moreau, saviez-vous que Madame de Valmont avait modifié son testament en votre faveur? Élise a regardé le procureur droit dans les yeux. Oui, un murmure a parcouru la salle. Quand l'avez-vous appris? Le jour où elle l'a signé. Elle m'a appelé dans son bureau. Elle m'a dit qu'elle voulait me remercier pour 23 ans de loyauté. Elle m'a dit que j'avais été plus présente que ses propres enfants. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois à l'abri pour le reste de ma vie. Comment avez-vous réagi? J'ai refusé. Nouveau silence. Vous avez refusé 90 millions d'euros? J'ai dit à Madame de Valmont que c'était trop, que ses enfants ne comprendraient jamais, que cela causerait des problèmes. Elle a ri. Elle m'a dit que ses enfants avaient déjà assez, plus qu'assez, et qu'ils ne méritaient rien de plus. Elle m'a dit que c'était sa décision, et que j'allais devoir l'accepter. Avez-vous parlé de ce testament à quelqu'un d'autre? Non. Madame de Valmont m'avait demandé de garder le secret jusqu'après sa disparition. Même à Damien? Surtout à Damien. Elle disait qu'il ne pourrait pas gérer cette information dans son état, mais quelqu'un d'autre le savait. Alexandre. Le témoignage suivant a tout changé. La secrétaire de Maître Bertrand a révélé qu'Alexandre de Valmont était venu au cabinet le 13 novembre, un jour après la signature du testament. Il voulait voir sa mère. Maître Bertrand n'était pas là. Alexandre avait attendu pendant 1 heure dans la salle d'attente. La secrétaire était sortie pour déjeuner pendant 15 minutes. Quand elle était revenue, Alexandre était parti. Et le dossier de Marguerite de Valmont, normalement rangé dans un classeur fermé à clé, était sur le bureau de Maître Bertrand, ouvert. L'avocat de la défense a sauté sur cette révélation. Si Alexandre avait lu le testament, s'il savait qu'Élise allait hériter de la fortune personnelle de sa mère, il avait un mobile encore plus fort que Damien. Il pouvait avoir empoisonné Marguerite et manipuler les preuves pour faire accuser son frère. Mais Alexandre avait un alibi en béton.
Les 3 derniers soirs de la vie de Marguerite, il était à Paris, dans des réunions avec des témoins multiples. Ses mouvements étaient documentés, transactions bancaires, caméras de surveillance, témoignages corroborés. Il ne pouvait pas avoir administré le poison, sauf s'il avait un complice. Le procureur a présenté une théorie alternative. Alexandre avait découvert le testament. Il avait réalisé qu'Élise allait hériter d'une fortune. Il avait contacté Damien, son frère alcoolique, fragile, manipulable. Il l'avait convaincu que leur mère allait le déshériter complètement. Il lui avait peut-être même fourni les informations sur la digitoxine. Puis il avait laissé Damien commettre l'acte, sachant que son frère serait le suspect évident. Si Damien était condamné, le testament serait contesté. Élise ne pourrait pas hériter d'une fortune obtenue par le crime de quelqu'un d'autre. L'argent reviendrait aux enfants légitimes. Alexandre récupérerait sa part. C'était brillant, c'était diabolique, et c'était invérifiable. Alexandre a nié catégoriquement. Il a dit qu'il avait effectivement vu le testament par accident, qu'il était choqué mais qu'il n'avait rien fait. Il n'avait pas parlé à Damien pendant des semaines avant la disparition de leur mère. Il n'avait rien manigancé. Les enquêteurs ont examiné les relevés téléphoniques. Aucun appel entre Alexandre et Damien dans les mois précédant novembre 2019. Aucun email, aucune trace de communication. Mais il y avait autre chose. Un détail que le commandant Pelletier avait remarqué et qu'il avait gardé pour lui jusqu'au moment opportun. Élise Moreau avait menti. Elle n'était pas à Paris chez sa sœur le jour où Marguerite était décédée. Sa sœur avait confirmé qu'Élise devait venir ce jour-là, mais elle avait annulé au dernier moment, prétextant un problème au château. Les caméras de surveillance de la gare de Beaune ne montraient aucune trace d'Élise prenant un train ce jour-là ou la veille. Élise était au château. Elle était là quand Marguerite est décédée. Confrontée à cette contradiction, Élise a finalement avoué. Oui, elle était au château. Elle avait menti parce qu'elle avait peur d'être accusée. Elle savait que le testament la désignait comme bénéficiaire principale. Elle savait comment cela paraîtrait. Alors elle avait inventé un alibi. Mais elle n'avait pas empoisonné Marguerite. Elle le jurait. Le procès a duré 6 semaines. Les témoignages se contredisaient. Les preuves pointaient dans plusieurs directions. La vérité était enfouie sous des couches de mensonges, de manipulations, de secrets familiaux accumulés pendant des décennies. Finalement, le jury a délibéré pendant 3 jours. Le verdict est tombé un jeudi après-midi pluvieux d'octobre. Damien de Valmont était reconnu coupable d'avoir administré la substance fatale à sa mère. Préméditation reconnue. Circonstances aggravantes, relations familiales, vulnérabilité de la victime, mobile crapuleux, condamnation, 20 ans de réclusion criminelle. Alexandre de Valmont n'a pas été poursuivi. Les preuves contre lui étaient insuffisantes. Les soupçons ne suffisent pas devant un tribunal. Élise Moreau n'a pas été inculpée. Son mensonge sur l'alibi était problématique, mais pas criminel. Le testament a été validé. Elle a hérité des 90 millions d'euros. Céleste n'a jamais récupéré. Elle a quitté Lyon, vendu sa propriété, rompu tout contact avec Alexandre. Elle vit maintenant en Suisse, dans un petit village dont elle refuse de divulguer le nom. 5 ans plus tard, en 2025, Damien purge sa peine à la maison centrale de Poissy. Il a arrêté de boire. Il suit une thérapie. Il a repris des études par correspondance en littérature française. Il lit énormément, surtout des tragédies grecques. Il dit que cela l'aide à comprendre. Il sort dans 15 ans, à 58 ans. Sa part d'héritage, le château de Meursault, a été vendu pour payer ses frais de justice. Le domaine a été transformé en hôtel de luxe. 1 200 € la nuit. Les clients ne connaissent pas l'histoire. La direction ne la mentionne pas. Alexandre vit toujours à Paris. Il n'a jamais contesté le testament. Il gère son domaine vinicole avec succès. Il ne parle jamais de sa mère. Il ne visite jamais son frère. Quand des journalistes lui posent des questions, son avocat répond à sa place. Toujours la même phrase. Monsieur de Valmont souhaite que sa famille trouve la paix. Élise Moreau n'a pas gardé l'argent. Elle a créé une fondation pour les femmes victimes de violences domestiques. 90 millions d'euros, intégralement versés. Elle vit maintenant dans un petit appartement à Dijon, sur sa seule retraite. Elle travaille comme bénévole dans un refuge. Quand on lui demande pourquoi elle a tout donné, elle répond simplement « Madame de Valmont voulait que cet argent fasse quelque chose de bien. Je respecte sa volonté. Personne ne sait si elle dit la vérité. » Le commandant Pelletier, maintenant à la retraite, continue de penser à cette affaire. Il habite dans une petite maison à la périphérie de Beaune, cultive des roses, boit du vin local. Parfois, quand il passe devant l'ancien château des Valmont devenu hôtel, il s'arrête et regarde les fenêtres. Il repense à cette phrase que Marguerite avait dite à son médecin 3 semaines avant sa disparition.
Le docteur Renaud l'avait mentionné en passant pendant son témoignage, comme un détail sans importance. Le commandant Pelletier, lui, n'avait jamais oublié. Les digitales sont belles, mais mortelles, comme les secrets. On peut vivre avec pendant des années, puis un jour, elles finissent par nous empoisonner. Est-ce que Marguerite savait? Est-ce qu'elle avait compris ce qui allait se passer? Est-ce qu'elle avait choisi cette fin, plutôt que de voir sa famille se déchirer publiquement après sa disparition naturelle? Le commandant Pelletier ne le saura jamais. Personne ne le saura. Il y a des questions auxquelles même les meilleurs enquêteurs ne trouvent pas de réponse. Il y a des vérités que les tribunaux ne peuvent pas établir. Il y a des crimes qui restent parfaits, non pas parce qu'il n'y a pas de coupable, mais parce qu'il y en a trop. Dans cette famille, tout le monde avait un mobile. Tout le monde avait accès. Tout le monde savait quelque chose. Et tout le monde a menti. Un seul a été condamné. Mais combien étaient vraiment coupables? Le soir du verdict, une personne est allée au cimetière de Meursault. Pas un membre de la famille, pas Élise. Quelqu'un d'autre, le majordome, celui qui avait trouvé le corps ce matin de novembre. Il s'appelait Henri, 63 ans, 40 ans de service chez les Valmont. Il s'est tenu devant la tombe de Marguerite pendant 1 heure, puis il a déposé une fleur, une digitale pourpre, et il est parti sans un mot. Henri a pris sa retraite 2 mois après le procès. Il vit maintenant dans le sud, près de Marseille, dans un petit appartement avec vue sur la mer. Il ne parle jamais des Valmont. Quand d'anciens collègues essaient de le contacter, il ne répond pas. Mais parfois, tard le soir, quand il ne peut pas dormir, il repense à ce matin de novembre, à la chambre, au corps trop bien arrangé, aux mains posées sur la poitrine, aux yeux fermés avec soin. Il repense à cette chose qu'il a vue et qu'il n'a jamais dite. La tasse de thé sur la table de nuit était vide, complètement vide, pas une goutte, comme si quelqu'un l'avait bu entièrement. Ou comme si quelqu'un avait vidé le contenu ailleurs. Après, Henri a touché la tasse ce matin-là, par réflexe, avant d'appeler le médecin. Elle était froide, pas tiède comme il l'avait dit plus tard, froide, ce qui signifiait qu'elle était là depuis des heures, peut-être depuis la veille au soir. Il n'a jamais partagé ce détail avec la police. Il ne sait pas pourquoi, peut-être parce que cela n'aurait rien changé, peut-être parce qu'après 40 ans de service, on apprend que certains secrets doivent rester secrets. Ou peut-être parce qu'il avait peur de la réponse. Dans les grandes familles, il y a toujours une vérité officielle et une vérité réelle. La vérité officielle est que Damien a empoisonné sa mère pour l'héritage. La vérité réelle est quelque part dans les silences, dans les regards échangés, dans les phrases non terminées, dans les mensonges que tout le monde a acceptés comme nécessaires. Marguerite de Valmont repose dans le caveau familial. Son nom est gravé sur la pierre, aux côtés de 6 générations d'ancêtres. Les touristes qui visitent le cimetière de Meursault photographient la tombe parce qu'elle est belle, architecturale, imposante. Ils ne connaissent pas l'histoire. Les vignobles continuent de produire du vin. Les bouteilles portent toujours le nom Valmont, elles. Se vendent bien, très bien. Certaines choses sont plus fortes que les scandales. L'argent peut acheter beaucoup. Des avocats brillants, des témoins complaisants, des silences durables. Mais il ne peut pas acheter l'innocence une fois perdue, ni effacer les questions qui restent sans réponse, dans l'obscurité des nuits d'insomnie. Cette histoire vous a peut-être troublé. Elle devrait, parce qu'elle pose une question que personne n'ose vraiment explorer. Dans les familles, où l'argent remplace l'amour, où les héritages détruisent les liens, où les apparences comptent plus que la vérité, qui est vraiment la victime? Et qui est vraiment le coupable? Si cette affaire vous a hanté, si vous voulez continuer à voir derrière les façades parfaites de l'élite française, abonnez-vous. L'histoire de la semaine prochaine est encore plus troublante. Plus de fortune, plus de mensonges, et un secret gardé pendant 30 ans qui a fini par exploser de la façon la plus spectaculaire possible. Des crimes qui se cachent dans les salons les plus prestigieux de France. Des vérités que personne ne veut entendre. Chaque mercredi. À très bientôt.